Mais ministre du gouvernement, vous ne pouvez pas effectuer ce déplacement par nationalisme, par ce souci de nationalisme. Il ne peut pas vous monter à l'idée de démissionner. Pour que l'État avance, bien sûr. Démissionner parce que les Européens qui n'ont pas le droit de nous sanctionner, nous ont sanctionnés. Que non. Nous ne pouvons même pas. L'idée ne peut même pas nous effleurer. Parce que c'est une initiative qui est totalement illégitime. C'est comme si vous démissionniez parce que la mafia, comme si vous chassiez votre fils, parce que la mafia l'a menacé. Ce sont des mafieux qui essayent de nous imposer des relations qui n'ont rien à voir avec le droit, avec l'intérêt de notre peuple. C'est parce que nous défendons les intérêts nationaux que nous sommes sanctionnés. Je pense que nous devrions plutôt être portés au nu. S'il existait une possibilité d'être... si le vice-premier ministre Chadari pouvait devenir aujourd'hui un super vice-premier ministre, il faut qu'il devienne un super vice-premier ministre, parce que sûrement qu'il a touché un point dans les intérêts nationaux congolais qui sont servis par lui et qui desservent les intérêts nationaux de ceux qui l'ont mis sur la liste des personnes qui sont sanctionnées. Donc l'illégitimité même des sanctions ne peut même pas nous pousser à imaginer un seul instant que ces gens peuvent nous pousser à faire des choses de la nature de celles que vous demandez. Sinon, nous deviendrions une province de l'Europe. Et je ne pense pas que dans l'esprit d'un seul Congolais, il y ait cette pensée-là. Pona sito yo bomoko ya mboka nazangi maloba oloba mais nazo senti na motema nanga eza site moko yo kende musika ya ona pamboli visionnaire nango pe na pamboli ba collaborateur nyonso nzamba pesa bino ba makoki place bozai ko suka nzamba mema bino likolo nzamba mema bino vraiment likolo. Si quelqu'un vient construire une toilette, vous croyez que nous n'avons rien payé pour qu'il puisse venir construire cette toilette? Ça, c'est votre point de vue. Soyez assurés que pour un seul franc qui est investi ici, ils en gagnent 2 ou 3. Je peux entrer avec vous dans ces considérations-là et vous verrez très bien quel intérêt ils ont, eux, pour lutter contre le chômage chez eux, pour pouvoir trouver des débouchés à leur matière, à leurs industries. Ils ont intérêt à cette coopération-là. Nous ne sommes pas les seuls gagnants à cette coopération-là, loin s'en faut. Monsieur le ministre, la distribution des sanctions ciblées dont vous êtes victime vous-même, est-ce que cela ne relance pas, est-ce que cela ne vient pas entamer la souveraineté? Et moi pourtant, beaucoup très cher, donc dans l'existence de la coexistence pacifique des nations. On a déploré ici, ce qu'on appelait, ce que vous avez appelé la mauvaise ingérence. Est-ce que les sanctions qui vous ont touché, je répète encore, ne viennent pas remettre en cause cette souveraineté qui a été très chère aux yeux de Lumumba Patrice et puis les autres pères de l'indépendance? Je le dis et je le confirme du reste à la suite d'une étude qui a été faite par des gens qui, eux, n'ont pas été sanctionnés. Puisque moi, étant concerné, je peux être taxé de partialité, mais la faculté de droit de l'université de Kinshasa a publié dernièrement une étude qu'elle avait commandée à un professeur émérite, Auguste Mampouya, qui a travaillé avec un groupe d'intellectuels et qui est intitulé « Les sanctions ciblées américaines et européennes violent le droit international ». C'est une violation de la souveraineté des États. Oui, c'est une violation de la souveraineté des États et c'est dit par des intellectuels. Ce n'est pas dit nécessairement par moi parce que j'ai été mis sur une liste de sanctions pour des raisons purement fantaisistes à mon point de vue, mais c'est parce que leurs intérêts sont menacés par la prise de conscience que nous développons à travers notre communication, par la prise de conscience que nous développons à travers les orientations politiques que le président Kabila est en train d'imprimer à notre politique, que ces gens paniquent et n'hésitent pas à violer le droit international. Parce que dit le droit international? Seule la communauté des nations
représenté par l'Organisation des Nations Unies, c'est-à-dire le Conseil de sécurité, peut prendre des sanctions contre des États. Et moi j'ai été interviewé il n'y a pas longtemps par une radio belge qui m'a posé la question, oui mais il y a eu tel fait qui a été dénoncé par les Nations Unies, il y a eu tel autre fait qui a été dénoncé par le Bureau conjoint des Nations Unies, tel autre par le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies à Genève, mais comment est-ce que vous pouvez contester les sanctions? Alors moi je lui ai dit, mais vous me faites rire. Comment ça se fait que c'est les Nations Unies qui constatent les faits, mais c'est la Belgique et l'Europe qui prennent des sanctions? Vous comprenez bien que nous sommes là dans une tricherie, une tromperie sur la marchandise. Si les Nations Unies constatent qu'il y a violation de cette paix, cette sécurité à laquelle la communauté internationale aspire, mais il appartiendrait aux Nations Unies de prendre des sanctions. Mais les sanctions dont vous parlez, qui nous frappent, n'ont jamais été prises par les Nations Unies. Ce sont des sanctions unilatérales par des gens qui ne sont pas habilités à prendre des sanctions contre d'autres pays. Il n'y a que le Conseil de sécurité qui peut prendre des sanctions contre des pays ou des préposés de pays, membres du système des Nations Unies. Élysée. Merci. Monsieur le ministre, jette un regard sur l'hymne national de la République démocratique du Congo et un extrait qui dit « Dressons nos fronts longtemps courbés ». Pensez-vous que les fronts des Congolais sont dressés 57 ans après? Les fronts des Congolais ont été dressés dans les premières années à l'aube de l'indépendance avec des personnalités comme Patrice Lumumba, Joseph Kasavubu, Gizenga et d'autres. Et puis, il y a eu une courbe rentrante avec la tentative de récupération des espaces par les milieux néocoloniaux qui ont utilisé le défunt président Mobutu et sa bande qu'on a appelée le groupe de Binza, je crois, pour nous faire courber le front. De temps en temps, il essayait un peu de redresser le front, mais pas tout à fait, jusqu'à ce qu'il a été emporté par le vent de l'histoire, une mode qui était venue de changer la façon de gérer cette domination plus ou moins impérialiste. Mais aujourd'hui, nous essayons de redresser nos fronts. Mais parmi nous, il y en a qui estiment qu'il faut courber le front. Et ils sont parmi les élites. C'est ça le drame. Vous les trouvez dans les élites sociales. Ce n'est pas pour rien que même des évêques catholiques, qui sont des élites qui nous ont formés, nous sommes les gens, les produits de ces élites-là, vont même à Genève pour réclamer au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies d'ignorer les structures qui existent dans notre pays pour dire, essayer d'organiser la justice congolaise sans les instances judiciaires congolaises. Un évêque, Monseigneur Fridolin Ambongo, que je respecte beaucoup, qui est vice-président de la conférence épiscopale nationale du Congo et qui ne s'excuse même pas auprès des Congolais, qui assume cela. Et lorsqu'il échoue à faire obtenir cette décision, il fait une déclaration à Genève en disant « Je regrette d'avoir échoué, je regrette que les Nations Unies aient reconnu la souveraineté de la République démocratique du Congo. » Oui, nos fronts sont dressés, mais oui, il y a les fronts de beaucoup de ces élites qui essayent de se courber à nouveau, peut-être pour des intérêts particuliers à eux. C'est ça le drame que nous avons. Il y a des élites qui sont à acheter et qui se font acheter. Et quand je dis acheter, ce n'est pas nécessairement en termes d'argent, c'est peut-être en termes de confort matériel, moral, en termes de recherche de conformité pour se faire bien voir de ceux qu'ils considèrent comme les maîtres du monde et avec lesquels ils doivent absolument être d'accord, sinon ils auraient l'impression de nager à contre-courant. Donc il y a un complexe d'infériorité chez beaucoup d'intellectuels, et pas n'importe lesquels, puisque je vous cite là, un pan de la société civile qui est parmi les plus élitistes, l'Église catholique. Vous ne devenez pas prêtre avant d'avoir fait une formation universitaire. Et pourtant, c'est dans l'Église catholique que se trouve aujourd'hui le cœur du système de reconquête néocoloniale de notre pays. Et c'est bien dommage. Mais nous devons nous battre pour empêcher cela. Et faire en sorte que les intellectuels congolais redressent les fronts qui ont été trop
trop longtemps courbé. Monsieur le ministre, vous venez d'évoquer l'Église catholique tout à l'heure. Ma question est celle de savoir, comme s'il y a une rupture entre le gouvernement congolais actuellement et les évêques catholiques, vous ne craignez pas le pire dans les jours à venir? Vous savez que c'est la crainte de ne pas être en conformité avec ceux qu'ils considèrent comme les maîtres du monde, qui font commettre ces erreurs à certains évêques, je n'ai pas dit tous, parce que leur déclaration, la dernière, je l'ai trouvée passablement équilibrée dans les prémices, même si dans l'analyse, je ne partage pas tout, mais cette crainte de ne pas être conforme, cette crainte de ne plus recevoir des visas, cette crainte de ne plus recevoir des dons, les a amenés à trahir l'intérêt de leur pays. Alors nous n'allons pas, nous mettre à développer la même crainte vis-à-vis d'eux. S'ils ont tort, nous leur disons, mais Seigneur, vous avez tort. Ce n'est pas là l'intérêt de notre pays. Parce que nos relations avec eux, ce sont des relations de compatriotes à compatriotes. Ils sont libres de dire ce qu'ils pensent de nous. Nous sommes libres de dire ce que nous pensons d'eux. Et en cette matière-là, en ce qui concerne l'autonomie et l'autodétermination de notre peuple, ils ont tout faux. Je rebondis à la question d'Oscar tout à l'heure, monsieur le ministre. Nationaliste, vous l'êtes. Les sanctions européennes, vous êtes cité parmi les personnes sanctionnées. Mais là, c'est l'État congolais qui est préjudicié. Il se peut qu'il y ait une réunion en Europe, bien sûr, concernant la communication, les médias, ou peut-être même l'intérieur, la sécurité. Mais, ministre du gouvernement, vous ne pouvez pas effectuer ce déplacement par nationalisme, par ce souci de nationalisme. Il ne peut pas vous monter à l'idée de démissionner. Pour que l'État avance, bien sûr. Démissionner parce que les Européens qui n'ont pas le droit de nous sanctionner, nous ont sanctionnés. Que non. Nous ne pouvons même pas. L'idée ne peut même pas nous effleurer. Parce que c'est une initiative qui est totalement illégitime. C'est comme si vous démissionniez parce que la mafia, comme si vous chassiez votre fils, parce que la mafia l'a menacé. Ce sont des mafieux qui essayent de nous imposer des relations qui n'ont rien à voir avec le droit, avec l'intérêt de notre peuple. C'est parce que nous défendons les intérêts nationaux que nous sommes sanctionnés. Je pense que nous devrions plutôt être portés au nu. S'il existait une possibilité d'être, si le vice-premier ministre Chadari pouvait devenir aujourd'hui un super vice-premier ministre, il faut qu'il devienne un super vice-premier ministre, parce que sûrement qu'il a touché un point dans les intérêts nationaux congolais qui sont servis par lui et qui desservent les intérêts nationaux de ceux qui l'ont mis sur la liste des personnes qui sont sanctionnées. Donc l'illégitimité même des sanctions ne peut même pas nous pousser à imaginer un seul instant que ces gens peuvent nous pousser à faire des choses de la nature de celles que vous demandez, sinon nous deviendrions une province de l'Europe. Et je ne pense pas que dans l'esprit d'un seul Congolais, il y ait cette pensée-là, qu'un ministre congolais puisse démissionner parce que les Belges ne sont pas contents de lui ou que les Européens ne sont pas contents de lui. Nous sommes indépendants. Nous ne sommes pas une partie de la Belgique. Il y a bien des Belges contre lesquels nous sommes opposés, mais jamais nous ne leur demanderons de démissionner parce que nous ne les aimons pas. C'est le peuple belge qui doit juger les autorités belges. Et c'est le peuple belge qui doit congolais qui doit juger les autorités congolaises. Il n'appartient pas à une élite belge de juger les dirigeants congolais. Ça, c'est hors de question. Alors, monsieur le ministre, nous allons mettre à profit les minutes qui nous restent pour quelques petites questions d'actualité. L'affaire Kamwena Sapo dans le Kasaï qui fait grand bruit aujourd'hui. Mais vous avez suivi comme nous que la Commission des droits de l'homme a fait quand même une déclaration très dangereuse quand elle dit que le gouvernement congolais avait armé les Banamoura pour tuer les Kasaïens. Tout d'abord, je voudrais répéter ce que ma collègue, la ministre des Droits humains, a dit à Genève lorsqu'elle a remporté sa victoire contre ceux qui voulaient nous remettre sous coupe réglée de nos anciens colonisateurs. Je pense que
la Commission des droits de l'homme a été victime d'informateurs de mauvaise foi. Nous n'allons pas dire que les responsables de la Commission, du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies détestent les Congolais, mais vous savez, à 8000 km d'un théâtre d'un événement, il faut être très lucide. Il faut avoir la modestie d'écouter ceux qui ont la charge de la situation sur terrain. Il est évident qu'un gouvernement comme la République démocratique du Congo, un président comme le président Joseph Kabila, qui a sous son contrôle une armée qu'il a modelée, remodelée, puisque cette armée avait cessé d'exister à un moment, vous en êtes tous témoins. Aujourd'hui, nous avons plus de 150 000 hommes sous l'uniforme. Nous avons une police que nous avons reconstituée. Nous avons un service de sécurité. Et lorsque vous prenez les statistiques, ou plutôt les classements que font certains qui font de l'observation de manière scientifique, je pense au classement de Jeune Afrique, des armées africaines, nous sommes parmi les meilleures armées africaine, et de par la capacité de projection des troupes, et de par l'équipement, et de par la qualité des hommes que nous avons. 10e sur 54. Nous sommes 10e. Alors, dites-moi un peu, pour quelle raison un président ou un gouvernement qui dispose d'une armée de cette nature-là, qui a cette force-là, quel intérêt aurait-il à créer un groupe armé qui s'appellerait Banamura ou Banamachin, pour faire quoi? Que l'armée ne ferait pas. Ça n'a aucun sens. Donc c'est un mensonge cousu de fil blanc. Il est vrai qu'il y a un centre de formation des unités de la garde républicaine qui est installé dans un lieu appelé Moura, et qu'on appelait les gens qui étaient formés là-bas Banamura, et que certaines franges de la société civile congolaise, qui sont en réalité des cachette derrière laquelle se dissimulent certaines formations politiques, multiplient des accusations en disant Banamura c'est un groupe armé irrégulier. Non, on dit Banamura comme on peut dire Bana FO. Les FO c'est l'école de formation des officiers, ou comme Bana Kapalata pour les policiers. Kapalata c'est un centre de formation de police qui est près de Kisangani. Et donc probablement, c'est à partir de là, des rumeurs de cette nature-là, totalement infondées, que le haut-commissaire, voulant faire passer sa résolution, parce qu'il a été menacé par une ambassadrice américaine qui disait « je vais vous couper les vivres ». Souvenez-vous, Niki Haley a dit « je vais vous couper les vivres ». Et monsieur le commissaire général des Nations Unies aux droits de l'homme voulait avoir son budget. Il voulait utiliser n'importe quel mécanisme pour obtenir cette commission indépendante qui ne tiendrait pas compte des instances judiciaires congolaises. Et ça a été vraiment quelque chose de ridicule. Mais nous avons convaincu nos amis, et africains, et asiatiques, et sud-américains, que c'était de l'histoire fondée de toutes pièces. Ça n'existe pas, cette histoire-là de Banamura. Un gouvernement qui a une armée, qui a une police, qui a un service de sécurité, n'a pas besoin d'un groupe armé pour faire imposer sa force à ceux qui violent la loi dans le pays. Une question, oui. Monsieur le ministre, nous sommes tous d'accord que la RDC était sous le feu, ou est encore sous pression, les États-Unis, les Nations Unies, mais également l'Union européenne, la Belgique. Certains milieux des États-Unis, pas tous les États-Unis. Voilà. Aujourd'hui, est-ce qu'on doit continuer peut-être à tenir tête, ou peut-être à vouloir, disons, en d'autres termes, négocier pour que, disons, cette pression puisse cesser? Est-ce qu'on a les ressources aujourd'hui pour supporter ce genre de pression? Mon cher ami, la première ressource pour résister à l'oppression, c'est sa propre conscience. Il n'y a pas de ressources qui existent. Je ne sais pas ce que vous entendez par ressources. Est-ce que nous devions attendre? Mais nous négocions tous les jours. Vous croyez que nous ne négocions pas? Même si nous expulsions aujourd'hui un ambassadeur belge d'ici, je n'ai pas dit qu'on va l'expulser, nous n'avons pas encore publié la liste des mesures que nous allons prendre. Il y aura toujours des diplomates belges ici, parce que nous estimons qu'il faut toujours parler avec ces pays-là.
Donc la négociation, elle est permanente. Le président l'a encore rappelé, aussi bien pour les questions qui nous opposent entre nous, Congolais, notamment la date des élections, etc., que pour les questions qui peuvent nous opposer à nos partenaires extérieurs. Donc la négociation, elle est une donnée permanente dans la vie des nations. Ce que nous exécrons, c'est qu'on veille nous imposer des solutions qui ne sont pas négociées. Donc nous croyons à la négociation. Et donc, mais on ne peut pas prendre des mesures sans nous avoir donné l'occasion de pouvoir discuter sur les voies et moyens de pouvoir rencontrer les intérêts des uns et des autres. Le Congo ne sera jamais au service à 100% des intérêts d'un autre pays pour qu'on puisse nous punir parce que nous voulons servir les intérêts du Congo. S'il y a un pays qui estime que ces intérêts peuvent être servis par telle ou telle manière, nous sommes prêts à la négociation. Nous sommes ouverts. Monsieur le ministre, l'une des raisons qui ont concouru pour que nous n'ayons pas suffisamment de ressources pour organiser les élections, c'est parce que nous avons eu affaire à plusieurs guerres, surtout dans la partie est du pays. Et maintenant, on a remarqué que Beni est attaqué, Nyamilima. Aujourd'hui encore, il y a eu des attaques dans quelques entités du pays. Mais on est en train de parler de plus en plus d'une sorte de rébellion qui est créée sur base d'un syncrétisme de groupes armés, des anciens M23, ainsi de suite. Et même le gouverneur du Nord Kivu a lancé un cri d'alarme. Vous êtes porte-parole du gouvernement. Qu'est-ce qu'on peut retenir? Est-ce que vous avez vraiment, vous y accordez une attention particulière parce que ça commence quand même à faire beaucoup de bruit? Vous savez, lorsque notre gouverneur lance un cri d'alarme, il faut être inconscient pour ne pas l'écouter. Parce que c'est le représentant du gouvernement dans cette partie du territoire. Le gouverneur est le représentant du chef de l'État, il est le représentant du gouvernement, il est l'élu des élus de cette partie du territoire, il est nos oreilles, il est nos yeux là-bas et il nous alerte. Et donc quand il a fait cette alerte, nous avons mis en branle tous nos services d'intelligence qui sont en train de travailler pour identifier ce danger sur lequel il a attiré notre attention et je vous assure que toutes les dispositions seront prises pour faire échec à toute nouvelle agression parce que nous avons la méthode maintenant qui nous permet de pouvoir faire échec à ce type d'agression. Monsieur le ministre, 6 mois se sont écoulés depuis la fin et pour parler avec les évêques de la SENCO, on parle du dialogue de l'accord de la Saint-Sylvestre, et là, le CENSA traîne encore les pas, alors que s'il faudrait analyser un peu l'accord dans son esprit, c'est que et la CENI, et le gouvernement, et le CENSA devraient se retrouver pour évaluer le processus. Il ne reste que 6 mois, s'il faudrait s'en tenir à cet accord. Comment vous allez vous en sortir 6 mois? Mais je dois vous dire que cet accord, nous sommes en train de l'exécuter de bonne foi. D'abord, la SENCO, elle n'a pas pu mener les choses jusqu'au bout, bien que je reconnaisse qu'elle a fait l'essentiel, puisque le président a reconnu qu'elle a mené les choses au-delà même de 90%. Le président l'a félicité pour cela, mais elle a remis elle-même au président le mandat que le président lui avait donné en lui demandant de finaliser le travail. Et c'est ce travail que le président a entrepris de finaliser. En faisant quoi? En commençant d'abord par reprendre pratiquement les discussions avec les parties prenantes à ces discussions directes qui ont eu lieu au centre interdiocésain. La quasi-totalité des parties prenantes ont répondu à l'appel du président pour être entendus sur leur point de vue concernant les 2 seuls points qui restaient en suspens, notamment la question du Premier ministre et la question du Conseil national de suivi de l'accord. Toutes les parties presque, sauf une partie d'une partie, c'est-à-dire une partie du rassemblement. Et donc le président, après avoir entendu tout le monde, et après avoir constaté qu'il y avait une partie du rassemblement qui refusait de se faire consulter, le président s'est assumé, comme les évêques le lui ont demandé, comme la Constitution l'y oblige, parce que c'est lui qui
est chargé justement des arbitrages en cas de dysfonctionnement. Ce n'est pas les évêques, c'est lui qui leur a donné la mission et ils lui ont demandé de pouvoir finaliser. C'est ce qu'il a fait pour le Premier ministre. Pour le CNSA, nous sommes occupés à voir comment le président peut résoudre ce problème et peut être résolu de deux manières. Soit par le Parlement est en vacances, vous le savez, mais l'accord a ouvert quand même une voie qui permet que même en dehors du Parlement, nous puissions de manière provisoire créer le Conseil national de suivi de l'accord, quitte à le faire entrer dans le dispositif légal lorsque le Parlement reviendra. Donc il n'est pas exclu, pour revenir à votre question, qu'avant la rentrée parlementaire, le président de la République, usant justement des prérogatives dont il dispose sur pied de l'article 69 de la Constitution, puisse finaliser aussi la mise en place du CNSA, à défaut d'attendre que ce soit le Parlement qui finalise ça, parce que le Parlement n'a jamais été empêché de faire cela, la Constitution étant toujours en vigueur, la Constitution qui reconnaît que les institutions restent en place jusqu'à l'élection des institutions homologues qui viendront. Donc, je pense que nous avons encore le temps, 6 mois, vous avez dit vous-même, ce n'est pas la fin du monde, on peut encore régler cette question pour permettre que les 3 institutions qui doivent coopérer pour résoudre les difficultés éventuelles en ce qui concerne la date des élections que nous avons, nous, fixées de manière idéale au 31 décembre, avant la fin de décembre 2017, puisse se dérouler. Donc ce n'est pas encore trop tard que ces 3 institutions soient complètes et qu'elles puissent se concerter pour trouver des solutions. Monsieur le ministre, 57 ans d'indépendance, vous avez certainement un message en direction du peuple congolais. Pardon? Un message en direction du peuple congolais à l'occasion de ce 57e anniversaire de notre indépendance. Je voudrais de prime abord souhaiter d'abord une bonne fête de l'indépendance à notre peuple, aux hommes et aux femmes de ce pays. Je voudrais leur exprimer la solidarité du gouvernement avec eux, au-delà de tous les problèmes qu'ils ont, au-delà de toutes les contradictions qui peuvent exister entre nous. Nous sommes un peuple. Nous avons pu prouver à la face du monde que la résilience existait bien au sein de notre peuple, parce que toutes les velléités de balkaniser notre pays qui sont à la manœuvre depuis 1960, parce que Patrice Lumumba avait eu le temps de dénoncer la balkanisation en son temps, n'ont pas réussi à nous priver d'un seul centimètre carré du territoire national. C'est à l'actif de notre peuple. Ce n'est pas les élites qui ont sauvé ce pays, c'est le peuple congolais qui a fait comprendre aux élites qu'il ne tolérerait pas de perdre un seul centimètre de son territoire. Je mets chapeau bas devant ce peuple et je lui dis, vous avez encore beaucoup à faire, il faut continuer à résister, il faut continuer à cultiver cette résilience-là. Ce n'est pas demain la veille du jour où ceux qui veulent balkaniser le pays pour pouvoir s'adjuger des petits morceaux sur lesquels ils exerceraient une influence qui est favorable à leurs intérêts vont se manifester, ils vont continuer à se manifester, mais je voudrais les encourager à résister, parce qu'on ne peut pas vaincre la résilience d'un peuple lorsqu'elle est assise sur une conscience bien affirmée. Ils ont tué Lumumba, aujourd'hui d'autres Lumumba sont nés. Ils vont nous tuer ou nous allons disparaître par la force de l'âge, d'autres que nous-mêmes vont naître pour que le Congo reste un et indivisible dans les frontières qui ont existé à l'indépendance de 1960. Et vive l'indépendance de la République démocratique du Congo dans ses frontières actuelles. Merci beaucoup, Excellence, Monsieur le Ministre. Merci, Élisée Blaise Patinkiere. Mesdames et Messieurs, c'est donc la fin de cette émission. Nous vous disons merci de l'avoir suivi.
pona site oyo bomoko ya mboka nazangi maloba oloba mais nazo senti na motema nanga ki eza site moko oyo kende musika yango na pamboli visionnaire nango pe na pamboli ba collaborateur nyonso nzamba pesa bino ba makoki place bozai ko suka nzamba mema bino likolo nzamba mema bino vraiment likolo nzamba baksela bino ya mingi ngalo kwa prophète na pamboli bino.